Déjà, merci pour l'invitation. Je pense que c'est une bonne initiative de donner des moments d'interactivité réanimateur-cancérologue parce que une des difficultés et des complexités de l'exercice de la médecine, ce sont les interfaces et donc ce dialogue est très très important. Alors, on m'a demandé en particulier d'évoquer les évolutions pronostiques et puis les situations où un traitement antitumoral est souhaitable ou envisageable en réanimation. Alors sur les évolutions pronostiques des thérapeutiques, il y a eu effectivement un certain nombre de changements récents. Ce que je... comment vous avez la souris derrière, sinon faut... En fait, la souris, elle n'est pas partagée sur les... Elle est partagée que sur le... Et là on la voit? Oui, là on la voit, mais je pense que vous ne la voyez pas. Donc, ah oui, si, là c'est... Oui, ok. Donc en fait, il y a une vague de nouveaux médicaments qui chacun apporte leur part de progrès médical. Donc les plus anciens, les cytotoxiques et les hormonothérapies, on va voir qu'ils contribuent encore au progrès médical, mais que cette vague-là est en train quand même de s'achever. Seconde vague, les thérapies ciblées, les thérapies anti-angiogéniques, les immunothérapies, et puis des approches centrées sur le muscle. Alors, sur les nouveaux cytotoxiques et les nouvelles hormonothérapies, vous voyez que si on regarde les dernières années, ça commence à s'appauvrir. C'est pas zéro, hein, on va pas cracher dessus, mais il y a quand même de moins en moins de nouveaux cytotoxiques, c'est-à-dire des produits vraiment, des poisons cellulaires antimitotiques à l'ancienne. Il y a quand même l'éribulite qui est apparu dans les cancers du sein métastatiques et qui augmente la survie, qui est intéressante, y compris dans les triples négatifs. Dans les cancers de prostate métastatiques hormonorésistants, il y a un cytotoxique qui est venu en relais du taxotère. Et puis sinon, les principaux progrès indépendants de la notion d'immunothérapie, thérapie ciblée, etc., ce sont finalement des hormonothérapies de nouvelle génération dans la prostate qui ont vraiment changé spectaculairement la durée de vie des malades après résistance à la castration. Et puis deuxièmement, dans les cancers du sein RH+, et maintenant il y a plusieurs lignes d'hormonothérapie possibles et la possibilité du palbociclib qui est actuellement en ATU et qui va également contribuer à augmenter la survie dans les seins RH+ métastatiques. Donc ça c'est les médicaments entre guillemets à l'ancienne pour lesquels il y a encore des nouvelles AMM intéressantes avec des impacts en survie, mais on voit qu'on arrive un peu au bout de ce raisonnement. Le deuxième raisonnement, c'est de considérer que le cancer, c'est finalement un phénomène fractal, c'est-à-dire qu'on peut regarder la cellule, puis le noyau, puis l'ADN, puis des anomalies moléculaires, puis une mutation, puis la mutation de résistance à cette mutation. On peut descendre de plus en plus loin sur le plan moléculaire, et à ce moment-là, on s'aperçoit que par exemple pour les adénocarcinomes, selon le mécanisme de l'oncogénèse, il y a des anomalies génétiques somatiques acquises différentes qui ouvrent la porte à des thérapeutiques différentes, et donc là, deuxième vague d'innovation thérapeutique, les thérapies ciblées, c'est-à-dire celles pour lesquelles, c'est à cela que je vous propose de réserver l'expression thérapie ciblée, des thérapies pour lesquelles il y a une population cible, pas simplement une cible. Parce que tous les médicaments ont une cible, l'aspirine, la pénicilline, les bêta-bloquants, ce sont des médicaments qui ont une population ciblée, c'est-à-dire que vous avez un biomarqueur qui vous permet de prédire que ce médicament va être efficace pour ce malade. Donc là, c'est un niveau de précision dans le choix du traitement. Alors il y a un certain nombre de situations cliniques qui existent où il y a eu des progrès spectaculaires par des thérapies ciblées, essentiellement les cancers du sein amplifiés HER2, où il y a eu donc le lapatinib, puis plusieurs générations d'anticorps monoclonaux, trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab, antancine. Un bénéfice dans les cancers de l'estomac amplifié HER2, mais enfin eux, c'est pas tellement le problème des malades en réanimation. Et pour rester dans le cadre de la réanimation, deux situations qu'on peut rencontrer éventuellement raisonnablement souvent, les adénocarcinomes pulmonaires avec une mutation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et puis les mélanomes avec une mutation en particulier BRAF V600 pour lesquels il y a là aussi des thérapies ciblées. Donc là, cette vague de thérapeutique où il y a une anomalie qu'on peut cibler souvent va s'accompagner d'une réponse très rapide et relativement durable, ça dépend des modèles. Plus c'est un modèle avec une instabilité génétique type mélanome, moins ça va durer très longtemps. Plus c'est un modèle stable type thyroïde, plus ça va durer longtemps. Mais en tout cas, il y a souvent une réponse assez rapide, et donc si le malade est en réa, il a des chances d'avoir une réponse qui permettra de sortir. L'autre vague, alors là, attention à ne pas confondre les faux frères, parce que c'est souvent aussi des inhibiteurs de kinases, les anti-angiogéniques,
eux, ils n'ont pas de réponse violente, brutale, hyper rapide, spectaculaire, comme l'inhibiteur de BRAF dans le mélanome par exemple. Donc si vous faites un anti-angiogénique et qui marche, la cinétique de réponse n'est pas du tout la même. Et par ailleurs, vous ne savez pas s'il marche. C'est-à-dire qu'un anti-angiogénique, vous n'avez pas plus de raison de savoir s'il va marcher que du platine dans le poumon. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Donc c'est toute la différence avec une thérapie ciblée. C'est-à-dire que là, on tape, ouvrez les guillemets au pif, on a simplement la notion que l'anti-angiogénique est efficace dans cette maladie, point barre. Mais chez ce malade-là en particulier, on n'en sait rien. Donc c'est pas la même chose qu'une thérapie ciblée. Et puis, les thérapeutiques qui arrivent maintenant, et c'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes, même si on a encore tout à découvrir dessus, les immunothérapies. Donc on parlait de thérapie ciblée, de thérapie du stroma. Je considère les immunothérapies comme des thérapies de l'hôte, puisque finalement c'est l'hôte qui bosse. Ce sont les cellules de l'hôte qui vont finalement avoir l'effet cytotoxique. Et là, il y a effectivement plusieurs situations où il va y avoir un impact sur la survie qui est assez spectaculaire. Alors, ce qui est le plus impressionnant pour les cancérologues, je pense, c'est ce qui s'est passé plutôt dans le mélanome, parce qu'on en était au déticène et que c'était quand même un peu tristounet. Et puis deuxièmement, dans le poumon non petites cellules, parce que c'était quand même une maladie qui, après la première ligne, bon, c'était quand même pas glorieux en l'absence de mutation. Et donc là, dans ces deux cas-là, c'est vrai que quand le malade répond, ça peut être magique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en réponse complexe durable pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des trucs qui n'existaient pas. Et donc c'est vrai que clairement, chez les répondeurs, tout le problème va être de les identifier ou de les pré-identifier. Chez les répondeurs à l'immunothérapie, effectivement, l'histoire naturelle de la maladie est bouleversée. Et comme c'est finalement un peu lié à la maladie, mais beaucoup lié à l'hôte, potentiellement, les applications de l'immunothérapie vont s'étendre, même si pour l'instant, elles sont validées ou ont des AMM ou des ATU dans les indications que je vous ai indiquées. Alors maintenant, ceux de ces patients-là qui vont se retrouver en réa comme première manifestation de la maladie, c'est quand même pas le cas général. Et les situations où le patient va arriver en réa comme première manifestation, c'est quand même statistiquement plutôt des patients poumons bronchiques à petites cellules ou bien des seins très négligés. Mais c'est quand même assez rare de se retrouver là en première situation. Ça va plutôt être un événement au cours d'une prise en charge d'une maladie connue. Alors, si on résume, puisque là la question était le pronostic, finalement, des situations métastatiques avec des survies quand même assez longues, qui donnent du sens à une réanimation intensive, lourde et tout le tintouin. Déjà, si on se concentre sur les 4 cancers les plus fréquents, déjà, les cancers du sein métastatiques, RH+, si on parle de malades néo-traités, qui n'ont pas pour l'instant de traitement préalable, sinon on va voir qu'il y a la question de l'effet de l'épuisement des thérapeutiques antérieures. Mais là, si on est chez un néo-diagnostiqué, il n'y a pas de vierge de tout traitement antérieur, en probabilité de réponse, les patients RH+, les patients HR2+, vont avoir sans doute une réponse assez spectaculaire et une durée de vie potentiellement très longue. Donc là, c'est des contextes cliniques à connaître pour le réanimateur qui restent relativement bons pronostics. Les prostates métastatiques résistantes à la castration, maintenant, ont une espérance de vie qui dépasse 2 ans. Donc ça, c'est vraiment un changement lié à 2 lignes d'hormonothérapie plus 2 lignes de chimiothérapie. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit. Les cancers colorectaux métastatiques, c'est récent, ça fait assez longtemps, donc c'est déjà plus passé dans les mœurs, mais avoir des métastases hépatiques bilobères à l'ère du 5FU, c'était 6 mois d'espérance de vie. Maintenant, c'est banalement plus de 2 ans par le jeu des traitements, éventuellement des résections ou des thérapies locales hépatiques combinées. Et puis les poumons en petites cellules, on l'a évoqué. S'il y a une cible moléculaire activable, ce qui est essentiellement le cas dans des formes du non-fumeur, là on a une possibilité d'action à la fois rapide et potentiellement durable. Et puis si c'est une tumeur immunogène, ce qu'on peut moins affirmer formellement aujourd'hui avec les tests actuels, même si on peut le supposer plus ou moins, là aussi on peut potentiellement espérer une espérance de vie longue, sous réserve donc d'avoir passé le KPI. Alors, dans les cancers autres que les 4 plus fréquents, les 2 où il y a eu un changement vraiment franc, c'est quand même les cancers du rein et les mélanomes, où là on a vraiment changé d'époque. C'était les pires, c'est ceux que les oncologues ne voulaient pas parce qu'il n'y avait pas grand chose à proposer. Maintenant, ils se battent pour traiter ce genre de malades parce qu'ils ont un arsenal thérapeutique qui comporte 5-6 lignes potentiellement réellement efficaces sur les paramètres liés au temps. Donc là, ce sont vraiment des histoires qui ont changé. Un point qui est important à avoir à l'esprit pour les réanimateurs qui parfois sont surpris
que l'on s'excite de gains en survie assez modestes de l'effet d'un traitement antitumoral, il faut bien voir qu'il faut repositionner ensuite, en termes d'espérance de vie, le bénéfice du traitement systémique dans la stratégie thérapeutique globale. Hein, c'est-à-dire que finalement, au bout du compte, le bénéfice que va tirer le malade, il va dépendre de l'effet des thérapeutiques médicales, combiné avec l'interrogation régulière du bénéfice des actions chirurgicales et de la radiothérapie. Donc, je vous donne un exemple, là, qui est un cas réel, d'un patient qui a un cancer du rectum métastatique avec des métastases bilobères non résécables d'emblée. Il a répondu effectivement peut-être un peu mieux du fait d'un anti-angiogénique qu'à l'ère des chimiothérapies seules, mais ce qui fait qu'il vit longtemps et qu'il est actuellement en rémission complète alors que maintenant on est à 10 ans de métastases hépatiques bilobères, c'est pas tant le petit plus qu'a apporté le traitement antitumoral que d'avoir repositionné ce traitement antitumoral dans une stratégie plus complète où il y a d'autres actions impactantes en RCP, en particulier les chirurgies itégratives, les radiothérapies stéréotaxiques, etc. Ce qui fait qu'un gain fort, même transitoire, lorsqu'on le remet dans une stratégie complète, peut se transformer en un gain important. Et ça, c'est important à avoir à l'esprit. C'est pour ça que pour nous, des preuves de bénéfices de médicaments, c'est important, même quand elles sont modérées, parce que quand on va les intégrer dans une stratégie globale, ça peut avoir un effet qui, lui, va être beaucoup plus que modéré. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit. Alors maintenant, les situations qui indiquent un traitement en réanimation, c'était ça la question exacte. Alors, finalement, j'aurais tendance à être simple. Finalement, quand un cancérologue a un problème qui ne sait pas s'il peut aller en réa, le mieux c'est d'en discuter avec le réanimateur. Et réciproquement, si un malade qui est en réa et qu'il a un cancer et qu'on se demande si c'est réversible ou pas, le mieux c'est qu'il appelle le cancérologue et qu'il y ait une discussion. C'est que rien ne remplacera la discussion, de toute façon. Mais si on se donne quelques repères, des traitements où, alors que le malade est en grande défaillance vitale du fait de son cancer, donc c'est la cata, on peut néanmoins encore espérer le guérir, voire à défaut lui permettre de vivre longtemps. Il y a quelques situations assez caricaturales, plutôt rares, soit parce que la maladie est hypersensible aux cytotoxiques, donc ça c'est des niches, entre guillemets, mais enfin il ne faut pas les rater. Donc les tumeurs germinales, les tumeurs trophoblastiques, ça c'est surtout pour les cancérologues qui travaillent près d'une maternité. Ensuite, les cancers bronchiques à petites cellules, ça c'est assez courant comme mode d'entrée, donc ça peut quand même arriver. Il y a d'autres maladies que je vous ai mis sur la même ligne qui sont hypersensibles à la chimio, mais c'est rarissime de se retrouver en situation de démarrer là. Un certain nombre de cancers du sein peuvent se retrouver en réanimation d'emblée, mais c'est essentiellement par des problèmes de négligence ou des problèmes sociaux qui font que l'entrée dans la maladie est d'emblée à un stade de complication majeure. Sinon, c'est quand même normalement pas le début. Et surtout, le point qui me paraît important, c'est que là, il ne faut pas que le cancérologue parte dans l'ivresse de l'efficacité attendue. L'objectif premier, c'est de sortir de réanimation. C'est-à-dire de se mettre dans de retrouver le contexte clinique d'une efficacité à toxicité maîtrisée. Et par exemple, typiquement, c'est l'IGR, donc François pourra compléter, qui a le plus d'expérience des tumeurs germinales gravissimes induites en réa. Le premier objectif, c'est déjà que le malade ne soit plus intubé, ventilé, et puis vraiment on jettera le maximum de chimiothérapie ensuite. Si on fait un maximum de chimiothérapie sur un malade intubé, ventilé de tumeur germinale, le risque, c'est qu'il ait une réponse, certes, et qu'il ait un SDRA et qu'il décède sans qu'on ait pu le sortir de réanimation. C'est-à-dire qu'il y a une toxicité de la chimiothérapie si on traite le patient dans ce contexte particulier. Donc le premier objectif, c'est déjà d'avoir un effet antitumoral qui va faire qu'il va recevoir une chimiothérapie. Admettons que le malade défaille le vendredi, il va avoir une chimiothérapie tout de suite, mais peut-être que c'est le lundi qui va vraiment avoir la sauce maximale. Le premier objectif, c'est déjà qu'il récupère la capacité de revenir dans un service d'aigu. Ça, je crois que c'est important parce qu'au tout début, quand on faisait les chimiothérapies pleine dose aux patients intubés et ventilés, effectivement, ils répondaient, mais parfois, on ne pouvait pas les sortir de réa. Donc ça, c'est un élément important. On rencontre ça aussi, plus rarement, dans les cancers du sein à chair de plus, qui arrivent au stade d'ictère métastatique révélateur, ou bien les cancers bronchiques à petites cellules qui arrivent sous la forme d'un ictère métastatique, et où pareil, le premier objectif, c'est déjà de passer un cap sans tuer le malade, qui répond ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner avec le traitement efficace voulu sans tuer le malade.
On peut, hors chimiothérapie, avoir aussi des situations de réponse au traitement systémique majeur, en particulier, typiquement, le cancer de prostate qui arrive en obstruction sur un cancer de prostate qui n'était pas diagnostiqué, il va être hypersensible à l'hormonothérapie, et donc il va y avoir la possibilité, quelles que soient les différences qu'il fait, de réverser le syndrome tumoral de manière assez rapide. On a vu des situations de cancer du sein RH+, qui arrivaient à des stades de lymphangite K par négligence et qui ont pu récupérer complètement et durablement. Donc ça, c'est des situations particulières. Et puis, puisque là, on voulait parler surtout des situations vraiment particulièrement nouvelles, ce qu'on a vu, essentiellement, c'est l'adénocarcinome pulmonaire avec une anomalie moléculaire. Donc c'est tout à fait le cas clinique que vous avez choisi d'envisager. C'est vrai qu'on voit ce genre de malade. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec une tamponnade, et puis ils sont en réa, et puis finalement, il y a la mutation EGFR, et tant qu'il peut avaler, on va commencer le Darceva en réa, et il va s'améliorer spectaculairement, sortir de réa, et finalement rejoindre le pronostic des mutés EGFR normaux. Donc là, ça fait une très grosse différence, puisque c'est potentiellement 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de survie en situation métastatique, donc c'est quand même énorme. Idem pour les mélanomes métastatiques, mais j'en ai moins d'expérience sous la forme d'une entrée dans la maladie par la réanimation. Alors que pour les adénocarcinomes pulmonaires, c'est possible de manière assez... On voit ça plusieurs fois par an. J'enchaîne avec cette question-là. Ouais. Donc comment décider s'il faut réanimer? Donc ça, c'était une question qu'on avait traitée dans un chapitre à la demande de Puy-Basset. Et on retrouve exactement ce que disait tout à l'heure François. C'est-à-dire 3 questions, essentiellement. La notion de réversibilité. Est-ce que la défaillance vitale est réversible ou pas? Alors, c'est pas tout à fait, on ne parle pas tout à fait de la même question lorsqu'on est dans le service de cancéro et quand on est à l'interface avec la réa déjà, parce que là, il y a des situations cliniques où c'est évident que, ce qu'on entend par réversible ou pas réversible, c'est évident que la réponse est non, parce que, par exemple, c'est méningite K, par exemple. Si le malade il a une défaillance vitale parce qu'il a une aggravation de sa méningite K, on est clairement dans le cas où on sait dire que la situation n'est pas réversible. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il y a la première question, est-ce que la situation est réversible ou non? Deuxième question, quelle est l'espérance de vie du patient? Qui rejoint ce que François considérait par le biais de l'état général, parce que finalement c'est ça qui effectivement impacte le plus l'espérance de vie. Et troisièmement, que doit-on privilégier? C'est-à-dire la question des directives anticipées du choix du patient. Donc la réversibilité, état général, espérance de vie et le sens du soin pour le malade. Alors, donc sur la réversibilité, il me semble qu'il y a le cas simple où on sait que non, c'est pas réversible. Donc là, c'est réglé. Je prends l'exemple de la méningite K, dans un service de cancéro, ça fait partie des malades qui sont susceptibles d'être en salle, hospitalisés. S'il s'aggrave, clairement, c'est pas une indication de transfert en réa, c'est assez clair. Il y a la situation où c'est évident que c'est réversible, le malade fait un choc anaphylactique à la première goutte d'étoposide, on sait que c'est réversible. Et puis il y a la situation où on n'en sait rien, donc c'est le contexte de l'incertitude, soit parce que le diagnostic de la défaillance n'est pas posé, soit parce qu'il y a un doute sur le fait que cette défaillance, même à diagnostic posé, est ou pas réversible. Voilà. Alors si on s'intéresse à la défaillance vitale par les mécanismes particuliers du cancer, il y a ceux qui sont liés à la progression tumorale, et la progression de la maladie en tout cas, et cette progression de la maladie, elle concerne la progression tumorale et la progression de la cachexie. Ça peut être une complication iatrogène, donc nous sommes fortement inducteurs de iatrogénie, puisqu'on utilise des médicaments d'un axe thermique très étroit. Ça peut être une décompensation de comorbidité, parce que les patients atteints de cancer font des thérapeutiques à risque, mais sans qu'il y ait eu nécessairement une évaluation vraiment approfondie des autres maladies chroniques associées, des états associés, et donc ce malade n'étant pas comme dans les essais cliniques, le risque thérapeutique toxique a pu être sous-estimé de manière importante, et puis il y a des cas où on ne sait pas pourquoi le malade va mal. Alors en ce qui concerne la réversibilité du syndrome tumoral, responsable de la défaillance vitale, quand c'est lui qui est en cause, par exemple une masse pulmonaire, là se pose une question qui est de savoir s'il existe un traitement antitumoral suffisamment efficace pour faire disparaître la cause de cette défaillance. Donc le degré de sensibilité. Donc c'est ce qu'on a évoqué un peu sommairement en listant un certain nombre de maladies ou de caractéristiques de maladies associées à une très bonne sensibilité à une thérapeutique systémique. Et le point sur lequel je veux insister, c'est pas tellement cette sensibilité théorique, parce que généralement vous la connaissez,
ou sinon en discutant, il y a bien quelqu'un qui saura si telle maladie est sensible à un traitement systémique. C'est plutôt l'analyse du dossier lorsque le malade n'est pas entré dans la maladie par la réa, mais qu'il est suivi déjà depuis un certain nombre de temps, et que maintenant il fait une défaillance plus ou moins inattendue. Et là, je vous donne ce petit schéma comme repère, à savoir que le traitement, l'efficacité des thérapeutiques antitumorales, au cours du temps, on peut considérer que c'est une sinusoïde amortie. C'est-à-dire qu'en fonction du temps, l'intensité de l'effet, si vous suivez les recommandations, c'est-à-dire que vous avez utilisé le meilleur traitement au début, vous ne l'avez pas gardé en joker pour la fin, vous avez utilisé le meilleur traitement au début, et puis ensuite un autre traitement qui est également écuit, efficace ou susceptible de l'être de manière importante, et puis progressivement, l'efficacité attendue va diminuer, ou bien vous reprenez le même, par exemple carboplatine-taxol, intervalle libre long dans un ovaire, recarboplatine-taxol ou carbocalyx. À ce moment-là, vous faites le même traitement, vous allez peut-être réinduire un effet, mais cet effet sera inférieur en intensité, c'est-à-dire la réponse tumorale, complète, partielle, stabilité, progression. L'intensité de la réponse sera moindre avec le temps. Et deuxièmement, la durée de l'effet dans le temps va être moindre. Donc ça veut dire que quand, alors évidemment, on est dans le champ du pragmatisme et souvent on est après l'évidence-based médecine dans des situations où il n'y a pas des propos formels à tenir, mais comme guide, comme repère simple, il est clair que si votre malade, le cas clinique que je vous ai présenté du monsieur qui est en rémission complète depuis 4 ans, bon bah s'il rechute, il a été sensible à une ligne, il a 4 ans d'intervalle libre sans rechute, il va probablement, admettons qu'il rechute, il va probablement être sensible à un traitement, quoi qu'on fasse d'ailleurs. Maintenant, à contrario, le même malade, après 10 ans de maladie, qui a déjà eu 5 lignes, mais les 2 dernières c'était des progressions, la probabilité qu'il tire un bénéfice d'un traitement systémique en réa, elle est proche de 0. Donc vous pouvez déduire des thérapeutiques antérieures, de l'effet thérapeutique antérieur, ce que vous pouvez attendre des thérapeutiques résiduelles. Et ça va vous aider dans la décision. C'est clair? Ouais. Sur l'espérance de vie, alors là je rejoins complètement ce qu'a dit François. Alors là, c'est pour l'instant, les cliniciens sont relativement hémiplégiques. Quand on regarde en tout cas les dossiers des maths and cancer, on peut suivre généralement les cibles, parfois avec une précision extraordinaire, les critères RECIST, la nouvelle classification, la e-classification, tout ce que vous voulez. Donc vous avez des pourcentages, des variations en fonction du temps, etc. Le syndrome tumoral, il est suivi nickel. Puis il y a un deuxième syndrome, qui est celui qui conduit tout aussi sûrement à la mort par cachexie, par épuisement. Et lui, par contre, retrouver la variation du poids en fonction du temps, retrouver une albuminémie, ou une variation d'albuminémie en fonction du temps, là c'est beaucoup plus aléatoire. Et quand une interne d'Angers a fait sa thèse de médecine en demandant aux cancérologues qu'est-ce qu'ils demandaient systématiquement en chimiothérapie, de manière régulière, ne figurait pas l'albuminémie, et donc on ne s'étonne pas qu'elle ne soit pas dans le dossier, elle est rarement demandée. Mais pourtant, ça va être un des paramètres qui va influencer l'espérance de vie. Donc là, sur l'évidence-based médecine, sur des publications, soit publiées par des équipes de phase 1, qui voulaient savoir quels malades ont une espérance de vie de plus de 3 mois et sont donc justifiables d'entrer dans un essai de phase 1. Soit par des équipes de soins palliatifs, qui voulaient identifier, à contrario, des malades qui avaient une espérance de vie inférieure à 3 mois. Soit des oncologues médicaux qui suivaient, ou des cancérologues d'organes qui suivaient un type de cancer métastatique en fonction du temps, et qui regardaient pour ce cancer donné les facteurs pronostiques en situation métastatique. Tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire exactement ce que disait François, à savoir que les paramètres qui comptent, c'est l'état général. Si ce n'est que cet état général, maintenant, on peut le qualifier de manière fine et chiffrée. Et donc, on attend du cancérologue qu'il le fasse, parce que ça va totalement changer la manière d'envisager le bénéfice à attendre d'un séjour en réanimation. Donc, dans les paramètres qui corrèlent avec la survie d'un malade qui a un cancer métastatique, là je rejoins François, c'est pas tant le syndrome tumoral qui sort, si vous vous intéressez au dernier semestre, c'est pas tellement la taille des métastases ou leur nombre. Ce qui va être déterminant, c'est si on est de plus en plus grossier à de plus en plus précis, le PS
et la variation du poids, l'état nutritionnel, le GPS, qui est la même chose à l'échelle biologique, la sarcopénie. Mais tout ça, ça dit la même chose, c'est examiner à quel point la maladie provoque un épuisement du sujet, lequel épuisement le prédispose à pas bien s'en sortir en cas de défaillance vitale et également à mourir plus vite de sa maladie. De sorte que, si j'avais un message à mettre concernant la fatigue, généralement la fatigue elle est regardée comme d'abord un paramètre subjectif, comme la douleur, donc souvent sous-estimé, négligé, etc., mais souvent comme un problème de qualité de vie. La fatigue, c'est pas que un problème de qualité de vie, c'est un indicateur intermédiaire de survie sur ce syndrome. Et le performance status, je vous rappelle, est un facteur pronostic très très fiable. Alors, quand on regarde donc ces paramètres d'évaluation de l'espérance de vie, donc l'état nutritionnel, inflammatoire, l'état musculaire, donc là, il y a beaucoup de publications là aussi qui émanent soit de prescripteurs de traitement, soit de gens qui s'intéressent au pronostic, à l'innovation thérapeutique, etc. La masse musculaire est un enjeu de survie en cancérologie. On pourrait en reparler parce que c'est intéressant, y compris quand on s'intéresse à l'oncogénèse, de comprendre pourquoi le muscle est si important dans la non-progression de la maladie. Donc en tout cas, quand on parlait de la gueule du malade, c'est clair qu'il y a la gueule du malade et il y a aussi sa cuisse. Et quand la cuisse, quand vous mettez la main dessus, c'est malheureusement directement sur le fémur que vous êtes, malheureusement le pronostic du passage en réa est un peu annoncé d'avance. L'échelle analogique des ingestats, donc moins vous mangez et moins vous allez vivre longtemps, ça paraît bête mais c'est vrai. Et puis donc le GPS et le PS. Et ces paramètres, donc, ils sont extrêmement importants à suivre en pratique. Alors, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus, à chaque fois je ne vois pas lequel est... Voilà. Pour insister sur le GPS, c'est une équipe écossaise qui l'a développé, ce GPS, d'où Glasgow Prognostic Score. Donc c'est quand même... il est magnifique ce score parce qu'il a une simplicité prodigieuse. Vous dosez l'albuminémie, vous dosez la CRP. Si les deux sont normaux, vous êtes 0. Si un des deux est anormal, vous êtes 1. Si les deux sont anormaux, vous êtes 2. Et ça corrèle avec tout ce que vous voulez. La gravité, la morbide mortalité avant un acte chirurgical, avant une chimiothérapie, la survie en situation métastatique, la survie si vous entrez en réanimation, etc. Ça corrèle avec tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que ce paramètre de cachexie, pré-cachexie, musculaire, etc., c'est un paramètre tout à fait essentiel pour l'évaluation du patient. Donc le GPS est plus fiable que le PS. Le PS, il y a peu d'items, 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y a une variabilité inter-observateur énorme. Et en plus, un observateur donné, généralement sans rire, nous dit qu'il le malade est 0,1 ou 1,2 ou 2,3. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup d'items, alors si en plus on a ce niveau d'incertitude, donc au moins le GPS, ce sont des chiffres qui sont les mêmes quel que soit l'observateur, il n'y a pas ce genre de problème. La masse musculaire, maintenant grâce à l'équipe d'Edmonton, popularisée par Sami Antoun qui l'a ramené en France et maintenant qui est utilisée par pas mal d'équipes, vous pouvez mesurer sur un scanner la masse musculaire, la rapporter à un ABAC, en déduire si votre malade est sarcopénique. Et vous pouvez ne pas être encore dénutri ou ne pas avoir perdu de poids et être sarcopénique. Et parmi nous là, il y a des sarcopéniques. Donc c'est important parce que ça a une valeur pronostique. Et alors ce que je vous recommande, s'il y a un papier à lire, c'est celui-là. JCO 2015, Lisa Martin, c'est l'équipe de Vicky Baracus. Donc vous le connaissez cet article ou pas? C'est ce que j'appelle le TNM de la cachexie. C'est-à-dire qu'elle a, à partir de l'IMC et de la variation du poids, pour un cancer donné, à un stade TNM donné, elle vous fait une graduation différentielle de la survie sur la base de la variation de poids et d'IMC. Autrement dit, en clair, ce paramètre-là est un paramètre indépendant du syndrome tumoral. Donc ça a plein de conséquences en oncologie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le négliger. Ça veut dire aussi que vous pouvez mourir en ayant une bonne réponse tumorale. Ça veut dire plein de choses. Donc c'est vraiment important de l'intégrer dans le raisonnement et dans l'évaluation de l'espérance de vie de votre malade. Alors l'autre élément qu'a évoqué aussi François, c'est l'intégration de ces paramètres. C'est-à-dire que il y a un premier temps stressant et est-ce que j'ai raison de l'envoyer en réa, est-ce que j'ai raison de le prendre en réa, oui, non, etc. Mais il y a une autre question à se poser, c'est est-ce que de ce séjour de réa dont il va peut-être sortir, dans quel état il va sortir, et est-ce que j'ai bien intégré que pendant ce temps où le malade va être en réa, il va s'aggraver
sur mes facteurs pronostiques de son cancer. C'est-à-dire que son centre tumoral va progresser, sa cachexie, son albuminémie, sa fonte musculaire vont largement s'amplifier aussi. Donc, le pronostic de mon malade atteint de cancer, au sortir de l'AREA, sera plus mauvais qu'à son entrée. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit pour juger si ça vaut le coup ou pas de surmonter cette défaillance vitale. Est-ce que derrière, on va avoir un gain en survie suffisant? Et puis, le troisième élément, donc on a dit la réversibilité et puis les facteurs pronostiques d'espérance de vie, en particulier ceux qui sont sur la lignée de la cachexie. Le troisième, c'est celui qui tient à l'objectif et aux discussions anticipées. Donc on revient à ce que François évoquait sur la gauche de sa diapositive dans son algorithme, c'est-à-dire quel est l'objectif. Et alors là, je vous signale qu'il y a une session entière à l'ASCO 2015 où était pointé du fait que c'est un problème mondial. Les cancérologues en consultation parlent opérationnel. Vous avez un cancer, on va vous mettre un porte-à-4, on va vous faire une platine, vous allez venir toutes les 3 semaines, on va vous mettre le patch, le machin, on va faire un scanner, un PET scan, etc. Mais ils discutent très peu de temps de l'objectif par contre. Voire même, ils ne le définissent pas. Et donc, la prise de conscience générale, c'est qu'il faut un petit peu rééquilibrer la consultation. Évidemment qu'il faut de l'opérationnel et du pratico-pratique, mais il faut définir l'objectif du soin. On n'imagine pas monter dans un avion et pas savoir si on va à Moscou ou à Milan. De la même manière, si vous commencez une chimiothérapie, c'est quand même bien de savoir quel est l'objectif de cette chimiothérapie, quel est l'objectif du soin qu'on engage. Alors à ce titre, en cancérologie comme dans n'importe quel champ de la médecine, il y a 3 objectifs possibles. Soit la guérison, soit de vivre avec la maladie, donc la durée de vie, soit la qualité de vie lorsqu'on n'a pas la possibilité de ralentir l'évolution de la maladie et qu'on est donc dans du palliatif exclusif. Et donc la question qui est contenue dans ce que doit-on privilégier, c'est est-ce qu'on est cohérent par rapport à l'objectif du soin et est-ce qu'on est cohérent par rapport à ce qu'a exprimé le patient, expression qui a pu se faire de différentes manières et qui est donc renforcée par la loi. Alors voilà ce que ça donne lorsque on ne se pose pas la question. Là, ce sont des données PMSI donc nationales, et vous avez ici ce qui se passe lorsque vous dites 3 mois avant le décès, au cours de l'évolution d'un cancer métastatique, ce malade est métastatique et il est en situation palliative. La probabilité qu'il meure intubé ventilé est de 1%. Si en revanche vous n'avez jamais défini le projet thérapeutique comme palliatif, après les X lignes reçues, la probabilité de mourir intubé ventilé est de 10%. Voilà l'enjeu contenu dans le fait de définir l'objectif thérapeutique et les bonnes ou mauvaises indications de réanimation. Alors, je vais passer assez rapidement sur certaines diapositives que j'avais mises pour me centrer juste sur le contrat d'objectif, si vous permettez juste quelques minutes supplémentaires. Parce que ça, c'est quand même un problème qu'on rencontre et qui ne va pas résister justement à la loi qui vient de sortir. C'est-à-dire, si vous voulez commencer des discussions anticipées, il va falloir quand même commencer par expliquer où on est et qu'est-ce qu'on peut viser ou pas. Donc il va falloir se rapprocher de la description de la réalité et des objectifs accessibles avec la douceur, le tact, la progressivité nécessaire, mais il va quand même falloir tendre vers le réel. Et puis il va falloir l'énoncer et le tracer dans le dossier médical de manière à ce qu'en particulier le réanimateur de garde ou le médecin de garde puisse avoir accès à cette information. Alors là-dessus, première condamnation à l'intention des cancérologues, l'expression phase curative, que j'aimerais que vous abandonniez définitivement. Elle n'existe dans aucun autre champ de la médecine. Donc c'est une trace d'une mauvaise façon de pensée des cancérologues. Et je pense que quand on est tellement bon en médecine qu'on prescrit des immunothérapies, on doit aussi être suffisamment bon pour réaliser que l'expression phase curative n'a pas de sens. Et elle est utilisée dans aucun autre champ de la médecine. Pourquoi ? Parce que soit le malade a une maladie curable, et dans ce cas-là, cette maladie n'aura pas de phase, il va guérir. Si vous avez une pneumopathie infectieuse, le réanimateur ne vous dit pas il a une infection en phase curative. D'accord ? Parce que si vous avez un projet avec une procédure de soins connue qui conduit à un état de guérison, ça s'appelle un soin curatif, mais il n'a pas de phase.
Parce qu'on sait que l'état, à l'issue de cette procédure de soins, c'est un état de guérison, tout simplement. Par contre, s'il n'y a pas d'état de guérison connu et accessible, à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans le champ de la maladie métastatique chronique, chronique étant synonyme d'incurable, et à ce moment-là, oui, vous allez avoir des phases. Mais à ce moment-là, le soin n'est pas curatif, justement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs phases. Donc là, vous êtes dans le même champ qu'une polyarthrite rhumatoïde, qu'un diabète, qu'une insuffisance cardiaque. Vous avez une maladie chronique, évolutive, potentiellement mortelle, qui va être peut-être compatible avec une survie très longue, mais qui n'est pas curable. Et donc le terme curatif, à ce moment-là, devient inadapté. Donc vous voyez que c'est important d'être clair sur l'usage des mots, parce que ça va évidemment quand même changer la manière de discuter quand on discute de l'espérance de vie, du projet de soins, etc. Est-ce que ça vous paraît clair, contestable, polémique? Non? Donc c'est important parce que ça aide à clarifier la situation. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt que de dire que le malade il est en situation, en phase curative ou en phase palliative, disons plutôt quel est l'objectif du soin. Donc l'objectif est curatif. L'objectif, c'est pas un rêve, c'est un objectif sur la base de l'évidence base médecine, c'est-à-dire que si l'objectif d'un cancer du testicule de stade 2 c'est la guérison, c'est parce qu'il y a une procédure de soins qu'on connaît bien et qui conduit à cette guérison. C'est pas parce que je rêve qu'il guérisse, on peut le rêver pour tout le monde. Le soin curatif, c'est un soin pour lequel il y a une procédure de soins connue qui conduit à cette guérison. Malheureusement, c'est une situation relativement rare en situation métastatique, mais assumons-le. Et donc, la situation par contre qu'on va avoir de plus en plus, c'est la situation intermédiaire, due au progrès qu'on a indiqué. Les progrès médicaux ne sont pas plus de guéris. Tous les progrès spectaculaires que je vous ai indiqués, et on les savoure, on les apprécie énormément avec les patients, les malades ne guérissent pas pour autant. Donc ils vivent plus longtemps, mais ils ont des poussées évolutives de la maladie, et puis des périodes de rémission, ou en tout cas de non-évolution de la maladie, ou de maladie contrôlée. Donc ils se retrouvent dans cette situation intermédiaire. Donc, 3 situations en termes d'objectifs. Le cancer curable, il est facile à identifier. Il y a un projet de soins qui finit par un état de guérison, et donc vous prenez un calendrier, vous dites à votre malade, voilà, tumorectomie, chimiothérapie adjuvante, radiothérapie, et voilà, vous êtes guéri. Vous êtes dans un état de guérison supposé dans l'état actuel des connaissances. Voilà. Ça s'arrête là. Ok? Donc ça, c'était un soin curatif. Alors, on peut... N'ayez pas peur de dire à votre malade que vous pensez qu'il est guéri, même s'il se peut qu'il rechute, parce que là, pour le coup, c'est l'inverse. Dans tous les champs de la médecine, on s'autorise à parler de guérison, même quand il y a un risque de rechute. Donc on peut avoir eu un soin curatif, être dans un état de guérison apparent, et malheureusement peut-être faire partie des infortunés qui vont chuter quand même. C'est pas contradictoire. Mais ce qui caractérise ce projet curatif, c'est qu'il est borné dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut dire déjà a priori, parce qu'on connaît la procédure de soins et sa durée, qu'elle a une durée précise qui s'achève par la fin du traitement et l'état de guérison supposé. La situation qui se développe, qui enfle en consultation d'oncologie de plus en plus, c'est l'état intermédiaire du malade qui n'est ni guéri, ni mourant, qui n'est ni susceptible de guérir, ni menacé vitalement à court terme. Donc là, on est dans cet entre-deux. C'est dans cet entre-deux-là, d'ailleurs, que les discussions sur l'AREA sont les plus délicates, parce que assez rapidement, on va être hors de champ de l'évidence base médecine. Après 2 lignes, il y a peut-être d'autres lignes, mais il n'y a plus de données précises sur l'espérance de vie liée à la maladie, etc., ou sur l'efficacité des traitements. Donc, assez sur des données qui sont moins des données prouvées, dès qu'on va un peu avancer dans la maladie. Ce qui caractérise là le projet de soins, c'est qu'il n'est pas borné dans le temps. C'est-à-dire que je ne peux pas dire en commençant le traitement d'un mélanome métastatique quand est-ce qu'il n'y aura pas de traitement. Peut-être qu'on s'autorisera des pauses. Mais en tout cas, il n'y a pas un état qu'on va atteindre de guérison définitive. Donc je ne peux pas dire a priori en commençant le traitement qu'on va l'arrêter en novembre, en juin ou en mars. Donc ça, c'est une grosse différence. Et ça va concerner un nombre croissant de cancers au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux médicaments. Il n'y a plus beaucoup de cancers qui n'ont aucun traitement efficace. Il en reste quelques-uns, mais assez peu. Donc cette chronicisation des phases avancées s'amplifie. Il va continuer de s'amplifier. Puis la troisième situation, c'est la situation où il n'y a plus de frein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement systémique capable de freiner l'évolution de la maladie. Donc là, on n'est plus dans un objectif de durée, mais dans un objectif où on ne peut qu'accompagner une situation qui s'aggrave en faisant au mieux dans la gestion des conséquences cliniques de la maladie. Donc là, c'est une situation palliative exclusive.
Donc si on résume en termes de processus décisionnel, il y a un premier temps qui est l'analyse du rapport bénéfice-risque. Le bénéfice, on peut l'évaluer sur les preuves, mais en sachant que plus on va avancer dans la maladie, moins il y en aura. Sur l'expérience, elle a de la valeur, mais en sachant qu'on a tendance à retenir davantage les expériences très réussies ou catastrophiques, et qu'on n'a pas forcément une vision juste de l'ensemble de la cohorte, donc elle est un peu biaisée. Les données de la biologie, donc on peut tomber sur une mutation de BRAF dans un cancer où ça n'a jamais été évalué, mais ça ne dit pas si la bloquer dans ce contexte moléculaire-là, ça va marcher. Donc on va se retrouver à gérer des données, mais beaucoup d'incertitudes. Pour les risques, même chose. Et puis, c'est à mettre en perspective avec une évaluation de l'espérance de vie, qui repose beaucoup, comme on l'a vu, sur l'évaluation de l'état général, en étant le plus fin possible, le plus quantitatif possible dans l'évaluation de cet état général. Donc l'évaluation de l'espérance de vie, il faut bien réaliser que ce n'est pas quelque chose de cynique ou de malvenu. Au contraire, il faut que vous aiguisiez ce jugement, c'est-à-dire que vous vous demandiez, ce patient, quelle est son espérance de vie, à mon avis, sur les paramètres validés, et puis que progressivement, vous mesuriez l'écart entre l'idée que vous en faisiez et la réalité de son devenir. C'est très important que vous aiguisiez votre évaluation pronostique. Et puis le sens pour la personne, et là, on est à un moment un peu charnière en France entre la culture paternaliste et le passage à une culture autonomiste, mais la loi est votée, donc maintenant il va falloir progressivement la mettre en application, et on voit de plus en plus de gens qui souhaitent exprimer un certain nombre de choses sur la manière dont ils souhaitent être soignés ou pas, et les limites qu'ils souhaitent fixer, et ça doit également apparaître évidemment dans le dossier médical. Et le dernier point que je souhaite évoquer, et j'ai fini, c'est le rôle clé du positionnement. Et là, le positionnement, il est très simple, il doit être d'une très grande humilité, parce que malheureusement, on ne sait pas grand-chose et on ne peut pas grand-chose, et il faut être humble dans nos analyses, nos conseils, nos recommandations, et je crois que l'humilité, c'est la base de la sagesse dans la pratique clinique. Et de ce point de vue-là, je vous invite à vous interroger sur la question de l'objectif et de l'échec, parce que souvent, les gens vivent douloureusement, le patient est mort, etc. On n'échoue que dans la mesure où on s'est fixé un objectif et qu'on ne l'a pas atteint. Donc, je vous donne cet exemple. Pendant la Coupe du Monde, parce que j'aime bien le foot, en tout cas au moins lors des Coupes du Monde, pendant la Coupe du Monde, l'équipe de France a passé le premier tour, elle avait atteint son objectif. Le Brésil est allé plus loin, mais il voulait gagner la Coupe du Monde, donc il n'a pas atteint son objectif. Donc la France n'a pas échoué, le Brésil a échoué. Alors que la France est allée moins loin. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs réalistes, et de ne pas se fixer des objectifs qui ne sont pas réalistes. C'est ça aussi l'humilité, c'est un positionnement déjà de base dans la manière dont on définit nos objectifs de soins et la manière dont on va agir. Ça, je pense que c'est important. Et je crois que je vais m'arrêter là pour dire qu'ensuite, c'est une application très concrète dans la vie de tous les jours. C'est simplement que dans le dossier médical, doit figurer sur la première page l'objectif thérapeutique, daté, actualisé, et la conduite à tenir si le malade s'aggrave. C'est pas un petit bout sur une feuille de bloc qui est mise sur le négatoscope à l'intention du médecin de garde, voire même qui n'est pas écrite. Ça doit être écrit, et en tant que chef de service ou chef de pôle qui doit répondre aux réclamations ou aux demandes de dossier, je peux vous dire que s'il y a écrit que le malade il n'est pas réanimé, mais qu'il y a écrit nulle part pourquoi, c'est pas très bien compris par les familles qui vivent ça comme un jugement, une discrimination. Il faut expliquer pourquoi le malade relève ou ne relève pas d'une réanimation, il faut l'argumenter. Voilà. Et donc ça se résume finalement à la fin par retrouver dans le dossier médical, dans la certification 2014 de l'établissement où vous serez, nous on passe en janvier, là, on va nous demander est-ce qu'il y a bien marqué le nom de la personne de confiance, est-ce qu'il y a des data pour les patients, etc. Ce sont maintenant des critères de qualité du soin que de se faire cette démarche systématiquement. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des
exactement ce qu'un négatoscope. Ça n'existe plus. J'ai pas entendu du coup, pardon. C'est bien pour ça que ce qui est recommandé, c'est qu'il y a des procédures de qualité, c'est que normalement c'est un collège. C'est-à-dire que des LATA, ça s'écrit à plusieurs. C'est pas un médecin parce qu'il aime beaucoup ce malade, ou parce qu'il l'aime pas, ou parce que le médecin la nuit est tout seul et que du coup il sait pas que. C'est pas une décision qui doit se prendre seule, justement, parce que c'est des décisions lourdes. On fait des RCP pour des décisions qui parfois relèvent d'algorithmes sur lesquels il y a des référentiels et qu'on pourrait ne pas discuter du coup en RCP. Là, typiquement, ça relève d'une discussion collégiale. Mais c'est important que cette discussion collégiale elle soit menée. Elle implique le médecin référent. Elle implique, autant que faire se peut, le patient et ou la personne de confiance, selon qu'ils ont donc défini un souhait par rapport à la proportionnalité des soins. Ça implique l'équipe de soins palliatifs, ça peut impliquer le réanimateur, et puis après, je parlais d'humilité, le traitement de l'humilité, une chose est sûre, c'est que c'est pas la solitude. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que la médecine solitaire est de mauvaise qualité. Et que la base de l'humilité, c'est déjà de se dire qu'on fera mieux à plusieurs. Donc de toute façon, un service qui dit « je m'en remets au médecin de garde » ou « je m'en remets au médecin référent », déjà comme manière de poser les choses, ça mérite d'être revu, parce que c'est supposé que ce médecin référent ne se trompe pas, et invincible et invulnérable dans son... que ce médecin référent ne se trompe pas, et invincible et invulnérable dans son jugement, alors que ce sont des décisions difficiles, chargées émotionnellement, pleines d'incertitudes, parce qu'en situation métastatique, on ne sait pas tout sur ce qui peut arriver ou pas. Et donc, on ne peut que déconseiller une organisation. Après, la vie est la vie, il y a des choses, il y a des imprévus, et donc on peut se retrouver par la force des choses, décider seul, mais disons que faire comme fonctionnement normal d'un service ou d'un hôpital, que ça fonctionne au bon vouloir de tel ou tel médecin, c'est pas acceptable. Éthiquement, c'est pas acceptable. Oui, le problème, c'est que c'est souvent juste écrit transférable en réanimation ou non. Oui, mais c'est ça qui est... Attention, parce que moi je me prends bien la tête après, parce que je ne lis pas votre observation médicale tous les jours, mais quand je me la farcis parce que le malade demande son dossier pour un deuxième avis, ou que le malade est mort et que la famille, pour diverses raisons, demande le dossier, et qu'il y a des phrases comme ça non argumentées, le problème c'est pas de dire... transférez-le, ne le transférez pas. C'est peut-être bien de le transférer, c'est peut-être pas bien, et j'en sais rien. Il n'y a pas forcément. Mais argumentez, dites pourquoi. C'est-à-dire que si vous dites il n'est pas transférable en réa parce qu'il est PS4, qu'il est multimétastatique, qu'il a eu tous les traitements et qu'il a 15 d'albumine, bon voilà, c'est clair. Mais si tu dis pas pourquoi, on ne sait pas si c'est parce que sa gueule ne te revient pas, tu es fâché avec sa femme, c'est quoi le problème? Et à ce moment-là, rétrospectivement, parce que là, moi j'ai de la chance pour l'instant, l'observe médicale, je peux la modifier. Tu la connais, c'est un document Word, je peux rétrospectivement rajouter des arguments qui n'ont pas été marqués. Mais fort heureusement, ça ne sera plus possible l'année prochaine, parce qu'il y aura un logiciel qui fera qu'on ne pourra pas rétroactivement modifier ce qui a été écrit il y a 1 an ou il y a 6 mois, ce qui est normal. Le système Orbis va figer les choses. Ça veut dire que si vous écrivez ça sans l'argumenter, moi derrière, je fais comment pour expliquer ce qui s'est passé? C'était pas tellement sur l'argumentaire, c'était sur l'intensité de soins. Parce que dire non transférable ou transférable en réanimation, c'est un petit peu compliqué. C'est pourquoi,
si c'est un patient jamais écrit, pas de ventilation mécanique, pas d'épuration extra-rénale. C'est pas écrit parce qu'on n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a des fiches. On revient à la question sur la première page, là normalement, il y avait la place pour est-ce qu'il y a des latas. Le problème c'est que presque toujours il n'y en a pas. Mais il pourrait y en avoir. C'est-à-dire que normalement, ce malade, on devrait dire, si ça aggrave ce week-end, oxygène, oui, non, perfusion, oui, non, macromolécules, oui, non, expansion volumique, intubation, enfin, dialyse, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et il peut y avoir des oui et des non, il peut y avoir différents degrés, mais définissons-le. Parce que sinon, c'est le malheureux médecin de garde tout seul qui décide, sans connaître le contexte, et seul, ce qui est très difficile. C'est la pire des situations. C'est-à-dire que on le fait par manque de temps ou pas, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas, mais en tout cas, à l'arrivée, c'est un comportement qui est inadapté parce qu'on reporte sur une personne qui va être en moins bonne situation toute la lourdeur de la décision, tout le risque d'erreur. Donc, partageons l'incertitude et essayons de définir une conduite à tenir. Et c'est là que c'est intéressant. Cette fiche LATA, elle gagne à être faite en présence du médecin référent, du médecin de soins palliatifs, du réanimateur, c'est-à-dire en évoquant tous les possibles. Pour compléter un petit peu, effectivement, vos questions sont totalement légitimes, mais on ne peut pas se contenter de l'unicité et de l'oralité. C'est-à-dire qu'il faut effectivement mettre le plus souvent possible de la collégialité et la traçabilité. Pour donner des exemples un peu pratiques, à Gustave, ce qu'on essaye de mettre en place, mais ce qui est compliqué, parce qu'effectivement ça met en branle toute une machinerie un petit peu complexe, c'est une des feuilles systématiquement, et donc là on est en train de les informatiser dans le dossier informatique, qui trace le niveau supposé de réanimabilité, on va dire, de la part de l'équipe d'oncologie, avec donc une feuille de gradation des soins, réanimation quoi qu'il arrive, réanimateur à appeler, soins maximaux en salle et soins de confort exclusif, et le pourquoi je l'ai dit. Et ces feuilles-là sont à remplir, donc ça c'est le côté traçabilité, sont à remplir en collégialité. C'est-à-dire évidemment il y a toujours le malade qui vient d'arriver par les urgences le vendredi soir, mais sinon c'est à travers des réunions hebdomadaires ou pluri-hebdomadaires, et effectivement avec on est en train de mettre en place, et il y a déjà 3 services dans lesquels ça fonctionne, ce qu'on appelle des RCP d'appui telles qu'elles ont été proposées dans le plan cancer, ou en tout cas dans le rapport qui a précédé le plan cancer, des réunions de réévaluation des malades en phase avancée, où il y a l'équipe médicale, oncologique, l'équipe paramédicale, un médecin et une infirmière des soins palliatifs, et un réanimateur. Et c'est à cette occasion-là qu'on réévalue de façon hebdomadaire et qu'on retrace dans la feuille, et puis j'espère bientôt dans l'informatique, le côté niveau supposé, en tout cas par l'équipe, et le plus collégialement possible, d'appel à formuler en cas de dégradation. Après, au moment où celle-ci survient malgré tout, il y a encore une autre évaluation à faire, qui est celle in situ de, effectivement, si le réanimateur a été appelé mais qu'il constate que il y a coma par hémorragie intracérébrale, même si on avait dit à réanimer quoi qu'il arrive, mais globalement on est dans une situation où la réanimation n'a pas de sens, non-réversibilité. Dans ces cas-là, évidemment, la réévaluation fait qu'une décision finale est prise. Mais en tout cas, anticiper, collégialiser, et c'est pas que je n'ai cité que les équipes médicales, mais évidemment tout ça appuyé sur le maximum de discussions au fur et à mesure avec le patient et ses proches, mais surtout avec le patient, il n'y a que ça qui nous permet de sortir du petit bout de papier ou de même rien du tout, qui nous fout tous dans le bazar à 3 h du matin quand il se passe une catastrophe. J'ai juste une question sur parce qu'en fait, vous avez dit, quand les patients sont dans une situation de plan de soins curatifs, ils vont en réanimation si se passe quelque chose. Quand ils sont dans une situation palliative, c'est du soin palliatif strict, mais enfin, je trouve personnellement, je sais pas ce qu'on pense, mais
comparse, mais il y a une situation un peu entre les deux, dont on n'a pas évoqué, mais typiquement c'est le vendredi en CV, c'est le soin max en salle, où derrière ce truc, finalement on se retrouve à faire des... Enfin, personnellement je trouvais que c'est les choses qui avaient le moins de sens que j'ai faites, ou qu'on m'a fait faire, enfin bref, mais finalement... Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? Parce que c'est typiquement le pire de l'acharnement thérapeutique, puisqu'on nous dit, bah non, il n'est pas tout à fait palliatif, puisqu'on n'est qu'en 2e ou 3e ligne, donc non, on ne met pas tout de suite la morphine et l'hypnovèle, mais non, mais le réanimateur n'en veut pas non plus parce qu'il a 20 d'albumine. Comment on peut raisonner sur cette problématique qui est pas l'acharnement sur le passage en réa, mais qui est l'acharnement typiquement sur le... C'est-à-dire que le problème, c'est que la spécialité oncologie médicale a à réfléchir sur elle-même, sur la façon dont elle fonctionne et la manière dont elle interroge les traitements en situation d'incertitude. Et en particulier, ce qui est très très frappant, c'est à quel point elle n'applique pas l'évidence-based médecine. C'est-à-dire qu'on applique l'évidence-based médecine pour définir le traitement de première ligne et de deuxième ligne dans un contexte médicamenteux, mais l'évidence-based médecine sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une albumine à 20 par exemple, il y a une évidence-based médecine là-dessus. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Donc c'est une question. Donc là, les services de cancérologie ont des questions à se poser sur eux-mêmes, sur la façon dont ils fonctionnent, parce qu'il y a tout un champ de l'évidence-based médecine qui n'est pas regardé. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'ambiguïté. Et que, moi, si je devais faire un pari, une petite prédiction, vous voyez, je vous ai dit que dans les 10 ans, il va y avoir un décret qui va imposer cet RCP-là. Parce que c'est un problème qu'on voit bien émergent partout, qu'il est un enjeu majeur pour la trajectoire du patient, pour la qualité des soins, qui corrèle aussi avec l'augmentation des plaintes des malades, parce que les plaintes sont souvent liées à la manière dont ça se finit. C'est aussi corrélé avec du gaspillage de ressources qui pourrait être déployé autrement. Et donc, si on doit faire une prédiction, c'est que de la même manière qu'on a imposé parce qu'il a fallu un décret pour imposer les RCP, hein, je vous rappelle, les RCP de cancéro spécialisés, maintenant c'est normal pour tout le monde, mais jusqu'aux années 90, ce n'était en France que dans les CLCC et quelques CHU, mais c'était pas du tout la règle. C'est un décret qui l'a imposé. Et là, je pense que c'est pareil. C'est un décret qui va l'imposer, parce que les médecins, malheureusement, spontanément, n'acceptent pas de faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que le premier décret, celui de 98 sur les RCP médico-chirurgicales, finalement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'un chirurgien ne doit pas opérer un malade avant d'avoir discuté avec un cancérologue, quand ce malade a un cancer. Ce qui était tout le contraire de ce qui se faisait dans les cliniques ou les CHU auparavant. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne le faisaient pas alors qu'il y avait une évidence-based médecine pour en discuter? Par ego. C'est un problème d'ego. Et là, en situation de maladie incurable, l'ego qui pose problème, c'est celui du cancérologue. C'est pas celui du chirurgien. Là, on est en situation de maladie incurable. Donc là, la question, c'est est-ce que le cancérologue est prêt à se mettre autour d'une table et discuter avec d'autres expertises, le réanimateur, le médecin de soins palliatifs, pour prendre une décision. Et l'expérience de l'histoire de la médecine, c'est que l'humilité, si on ne nous l'impose pas, elle ne se généralise pas toute seule. C'est un triste constat, mais c'est ce qui se passe. Je peux rebondir sur... vous avez tous les deux posé la question et repris la formulation que je connais bien à l'IGR, qui est les soins max en salle, de notre fiche d'aide à la décision que j'ai co-participé à construire. Donc je partage vraiment votre constat d'ambiguïté ou de malaise face à ce thème. Soins max en salle, et d'ailleurs la fiche est en perpétuelle recherche de refonte, de remaniement, ne veut pas dire que les
les soins doivent être forcément, alors on ne fait pas de réa, pas d'acte invasif, mais max en salle. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'au maximum, ce sont des soins médicaux bien conduits en salle, ce qui veut dire que, et d'ailleurs quand cette fiche est remplie, non pas à l'arrache dans un coin par quelqu'un, mais à l'issue d'une RCP d'appui telle que celle auquel je participe 3 fois par semaine dans les différents services, il n'y a pas tellement d'ambiguïté avec les internes et les chefs et les nurses qui participent au truc. On dit, bon bah voilà, si le malade se dégrade, refait de la fièvre, là pour l'instant on est en attente d'un autre traitement de chimiothérapie éventuel ou pas, enfin bon, mais s'il fait une atteinte aiguë, on sait qu'il ne bénéficiera pas, et là on se mouille de la mise en œuvre de techniques invasives, mais on n'exclut pas de mettre en œuvre une antibiothérapie, de l'oxygène, un Lasix s'il est en surcharge, ou un plasmion s'il a une hypotension. Voilà ce que ça suppose. Maintenant, premièrement, ça ne veut pas dire qu'il est exclu d'appeler, de faire appel à un ami, donc incluant le réanimateur, même si c'est juste pour un avis, et même s'il n'y a pas marqué décider avec le réanimateur, mais il doit toujours y avoir possibilité de discuter avec quelqu'un d'autre, y compris le réa, et y compris s'il n'y a pas marqué, s'il y a marqué soin max en salle, pour juste valider la manière de faire les choses, et même y compris s'il y a marqué soins palliatifs, soins de confort strict, pour savoir, parce que éventuellement, effectivement, vous s'il y a marqué soins palliatifs, soins de confort strict, pour savoir, parce que éventuellement, effectivement, vous dites l'interne, deuxième semestre, on ne sait pas encore, de pouvoir régler la dose d'hypnoleg ou de morphine, etc. Ça c'est la situation juste idyllique, c'est le réanimateur qui répond quand on l'appelle pour un patient clairement pas réanimatoire. Enfin, je m'excuse d'être un petit peu... voilà. Non mais vas-y, clairement c'est... Enfin, des situations comme ça. Puis deuxièmement, c'est la réunion avec le réanimateur régulière dans les services, ou voire même la présence du réanimateur à la RCP d'oncologie médicale. Ça, clairement, alors, sur le même exemple, il y a des urgentistes qui sont confrontés à exactement ce problème de soins max en salle, où moi j'ai dit, en tant d'onco, quand on débarque dans les services d'urgence lors de nos gardes, on a droit en général à ce discours, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'il est réanimatoire ou pas, déjà. Deuxièmement, il a le réanimateur, à la limite, il va faire l'appel à un ami réanimateur, mais surtout, il va regarder les fiches de RCP, il va voir nulle part le directif sur les fiches de RCP. Et ça, par exemple, c'est vraiment un point de souffrance de la part des urgentistes. Parce que pour les réanimateurs, c'est clair, parce que eux, ils ont l'habitude, ils connaissent en tout cas cette problématique. Les oncologues, ils voient que des patients avec des cancers, c'est pas la définition. Mais les urgentistes, eux, ils ont après une diversité de situations cliniques qui est telle qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le parcours de soins du patient. Je ne vais pas vous poser tout la parole, mais juste pour répondre à ça, effectivement, la situation là que je décris, idyllique, du réanimateur qui participe à 3 fois par semaine, d'abord c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines la même chose, et puis deux, pour l'instant c'est sur la forme de bon vouloir, et l'élément bloquant est plutôt l'oncologue qui ne convie pas la pluridisciplinarité plutôt que le réanimateur qui ne veut pas y aller. En l'occurrence, avant d'arriver à mettre les pieds dans certains services de mon hôpital en tant que consultant d'amont, ça fait des années que je tape à la porte et que des chefs de département me disent juste fuck quoi pour l'instant. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit François, c'est effectivement, il n'y a qu'un moment à travers, pour l'instant c'est des recos, c'est cité dans le plan cancer 3, ça a été proposé, ça s'appelle RCP d'appui dans le rapport Vernant qui précède, mais pour l'instant ça n'est que des idées. Si ça devient un moment contraignant ou validant par des critères IPAX, par l'assertif, par tout ça, le fait qu'il y ait effectivement non plus cet extrême paradoxe que les RCP sont là au moment où effectivement c'est le plus algorithmique de tout ce qu'on sache faire, c'est-à-dire le début de parcours, en gros il suffit de lire un livre et on sait à peu près par quelle chimio ça va commencer, mais c'est à la fin du parcours, c'est plus compliqué que tout d'un coup l'oncologue se retrouve le plus seul ou l'interne l'ennemi le plus seul. Donc c'est là qu'il faut convoquer le maximum de pluridisciplinarité, de collégialité, d'anticipation, parce qu'on sait bien que ça va tourner au vinaigre, et y compris d'impliquer celui qui d'habitude n'arrive qu'en aval, le réanimateur, et de le faire peut-être venir un petit peu en amont, plus le patient, plus les proches, plus le médecin référent, et genre. Après,
on ne va pas idéaliser le monde, mais en tout cas essayer de convoquer un maximum de cette expertise multiple. Tant que pour l'instant c'est au bon vouloir d'eux, il ne se passe rien, ou pas grand-chose. Ou au petit bonheur la chance, selon qu'un chef de département ouvre sa porte à cette RCP d'appui ou pas. Voilà, mais le monde est à inventer. Ce qui est un petit peu flou aussi, c'est entre soins intensifs et réels. Quand on a un patient qui fait un trouble de rythme ou une tachycardie importante, qui nécessite un scope, selon l'hôpital est organisé, on vient en transfert en réel, en transfert en soins intensifs, il n'y a pas de place en réel, c'est un soin intensif. Donc ça rajoute un peu de flou à la vision des patients et aussi à la vision des médecins. Enfin, je pense qu'il faut... si le projet est clair, un trouble du rythme chez un patient qui a un projet de soins qui lui permet de bénéficier éventuellement, si son trouble du rythme s'aggrave et qu'il y a besoin de le choquer, de l'intuber, de le ventiler et puis de mettre en place ce qu'il faut pour résoudre cette cardiopathie. À ce moment-là, le problème, ce que vous décrivez, c'est pas tellement le flou du non soins intensifs ou réanimation, c'est le flou du projet. C'est que finalement, on n'ose pas dire que le malade il est à ne pas réanimer, alors on dit juste le mettre avec un scope. Mais que va-t-on faire du scope Et bien à ce moment-là, il va en tout cas dans un lit d'aigu qui est selon la disponibilité de l'hôpital, etc., un lit y compris de réanimation, pour que si effectivement il a besoin à la lumière de ce scope et puis de ce monitorage de kaliémie, de calcémie, de ce que tu veux, on introduise des techniques plus invasives, qu'il puisse les avoir. Oui, mais pas du entre deux chaînes. Transférable en réa. Comment? Après, dans le dossier, parfois, c'est marqué pas transférable en réa. Qui dit ça? Ben si, quand une décision juste marquée dans le dossier pas transférable en réa, le patient fait un trouble de rythme réversible, etc. On se trouve avec pas transférable en réa, où c'est pas vraiment distingué sur intensif, réanimation, et on se trouve un petit peu hésitant. D'où ce qu'a dit, je pense, François, c'est-à-dire que juste oui, non, transférable, pas transférable, réanimé, pas réanimé, c'est juste pas possible. Il faut que ce soit argumenté. Pourquoi ceci ou cela et jusqu'où tel ou tel thérapeutique? Pour quelle raison? Et dans ce cas-là, on limite quand même, on ne l'abolira jamais, mais on limite la zone d'incertitude, je pense. Bon, merci beaucoup. On va peut-être juste faire en 5 minutes, si vous pouvez, Monsieur Bolo, les tox à long terme de la réa. Je pense que c'est un message qui peut être intéressant pour les internes locaux, pour le coup. Savoir que la sortie de réa, c'est pas forcément binaire en termes de on était presque mourant et on peut recevoir tout de suite la chimiothérapie qui nous attend. Je sais pas, en 5 minutes, 10 minutes maximum. Mais même pas, je vais pas. C'est pas que je vais pas le faire, mais on en a déjà vachement parlé et c'est clair que la réanimation, elle induit, comme l'a dit François, quand on est en contexte de cancérologie, un éventuel retard à la mise en œuvre de la chimiothérapie, des traitements antitumoraux. Deuxièmement, elle induit une sarcopénie qui est, quoi qu'il arrive, les patients ressortent de réanimation avec moins de muscles que ceux avec lesquels ils y sont rentrés. Donc, de toute façon, il y a une perte d'état général. Et ça, voilà, on ne va pas redire, François l'a déjà abondamment dit avant. Et puis, il y a toute une série de séquelles autres purement liées à la réanimation, comme les polyneuropathies de réanimation, comme les troubles psychologiques induits derrière. Même s'il n'y a pas de séquelles rénales, par exemple, qui empêcheraient de prescrire un sel de platine, même s'il n'y a pas de séquelles ventilatoires, même un SDRA grave, on sait que chez un petit quart seulement des patients, il y a des troubles visibles aux EFR, mais de façon exceptionnellement symptomatique. Donc même si ce n'est pas des choses organiquement palpables et limitantes, par contre, ce qui va être palpable et limitant, c'est la perte de masse musculaire, la perte d'énergie, la perte de morale, la fatigue induite, la capacité à recevoir son traitement. Et donc, voilà, j'ai même pas besoin de 5-10 minutes,
on est dans des choses qui finalement sont assez évidentes. Je trouve un passage en réanimation, si on y vient avec un PS3, on en sort avec un PS qui n'est pas 0. Voilà. Et je parle du PS, pas au moment où on est tout bleu et en arrêt cardiaque. PS mesuré quelques semaines avant comme étant le reflet de l'état général de base du patient. Donc c'est tout. La réanimation, elle n'a de sens et elle ne va améliorer que transitoirement le patient, mais de toute façon il ressort avec une marche plus bas que celle forcément avec laquelle il est rentré, au minimum, quand c'est pas des séquelles neurologiques ou périphériques bien plus importantes. Donc rien qu'avec ça, il faut reconsidérer forcément le traitement oncologique à la lumière de cette marche descendue par le patient après son séjour en réanimation. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose, si vous avez des questions, de les poser directement aux orateurs autour du DCR, donc ça doit rester un peu de choses au rez-de-chaussée. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir et d'avoir répondu présent pour notre invitation. Juste pour les internes d'onco, ou même les réanimateurs si ça les intéresse, notre prochaine soirée en 2017, ça sera le 11 janvier. Appelez sûrement un Cochin, et ça sera sur les sarcomas, donc vous êtes les bienvenus bien évidemment. Et puis nous, je voudrais remercier aussi Edouard et les jeunes réanimateurs qui nous ont aidés pour la soirée. J'espère que vous en avez profité. De toute façon, vous pourrez revoir la vidéo sur notre site. Merci beaucoup.